Il ne parlait jamais de ses tragédies personnelles, mais on pouvait les lire dans ses yeux, disait un jour sa petite fille. Il fut l'inoubliable star de la cage aux folles, l'homme en talons et paillettes qui faisait rire le monde entier en incarnant Zaza Napoli, mêlant douleur et humour avec brio. Le public l'adorait. Ses performances illuminaient les scènes et les écrans à travers les générations. Mais derrière le maquillage et les projecteurs, il y avait un homme qui se désagrégeait en silence, portant un chagrin qu'il n'a jamais exprimé. Une enfance marquée par la guerre, une vocation religieuse presque choisie au lieu de la célébrité, une perte dévastatrice qui a brisé sa vie en deux. Il a fait rire le monde, tout en pleurant intérieurement sa propre douleur. Voici le chagrin que Michel Serrault n'a jamais partagé. La nuit où le monde d'un père s'est effondré. Le chapitre le plus tragique de la vie de Michel Serrault a commencé dans la nuit du 30 août 1977. Ce soir-là, sa vie a été brisée irrémédiablement. Ce n'est ni sur une scène, ni sur un plateau de tournage que le drame a eu lieu, mais sur une rue de Neuilly-sur-Seine. Sa fille de 19 ans, Caroline, a perdu la vie dans un accident de voiture violent. La douleur de cette perte ne l'a jamais quittée. Tout a changé à partir de ce moment-là. Caroline venait d'obtenir son permis de conduire. C'était ses premières vacances sans ses parents, un symbole d'indépendance. Elle rentrait chez elle, probablement fatiguée, peut-être impatiente de revoir sa famille. Elle n'est jamais arrivée. En sens inverse, Guy G, un conducteur de 21 ans accompagné de 2 amis, fuyait la police. Ils avaient, selon les rapports, quitté le bois de Boulogne après avoir chassé des travestis. Dans sa tentative désespérée d'échapper aux forces de l'ordre, Guy G a grillé plusieurs feux rouges avant de percuter violemment la voiture de Caroline. L'impact fut si violent qu'elle est morte sur le coup. À son domicile de Neuilly, Michel Serrault reçut la nouvelle qu'aucun parent ne devrait jamais entendre. Caroline était partie, à jamais. Le chaos qui s'ensuivit dans la maison fut immédiat et ravageur. Des témoins racontent les hurlements déchirants, les coups de poing contre les murs, les cris qui brisèrent le silence nocturne de Neuilly et glacèrent jusqu'aux cœurs les plus durs. Caroline était la première fille de Michel et de son épouse Juanita Nita Saint-Péron. Elle était née en mars 1958, la même année que leur mariage. Sa mort, près de 20 ans plus tard, a déchiré une famille autrefois soudée. Leur fille cadette, Nathalie, n'avait que 15 ans. Ce qui restait de la famille a tenté de survivre, mais Michel, lui, ne serait plus jamais le même. Dans les jours qui ont suivi, le chagrin aurait pu l'engloutir. Mais Michel fit ce qu'il savait faire de mieux, travailler. Dès le lendemain, il retourna sur le tournage de Les Folies Offenbach, une production télévisée. Ironie cruelle, il tourna ce jour-là une scène d'enterrement. Puis, quelques heures plus tard, il monta sur la scène du Palais Royal pour reprendre son rôle iconique de Zaza Napoli dans La cage aux folles. Il portait des paillettes et du mascara, faisait rire le public et ne dit pas un mot sur la fille qu'il venait d'enterrer. « J'ai eu besoin de travailler immédiatement pour fixer mon esprit sur quelque chose d'extérieur, » expliqua-t-il plus tard. Des gestes, des actions, n'importe quoi pour tenir debout, mais j'avais l'impression de marcher en somnambule, de jouer le rôle d'un autre. Son retour sur scène n'était pas une preuve de force, mais un acte de survie. L'issue judiciaire de l'accident n'a fait qu'aggraver la blessure. Guy G, responsable de la mort de Caroline, reçut une peine de prison avec sursis de 10 mois, une amende de 1050 francs et une suspension de permis de 2 ans. Pour Michel et Nita, qui avaient perdu leur fille de manière aussi violente et absurde, cette sentence semblait grotesque, comme si la vie de Caroline avait été réduite à une formalité juridique. Michel ne chercha jamais vengeance, il ne fit jamais de déclaration publique de colère. Mais son silence n'était pas de la paix, c'était un deuil étouffé. Comme sa petite-fille Gwendoline le rappela plus tard. C'était un homme très pudique, il ne parlait jamais de ses tragédies personnelles. Il se jeta alors à corps perdu dans le travail.
il tourna des films, remonta sur scène, continua à faire rire, jusqu'à ce que le rire devienne un autre masque. Derrière chaque blague, derrière chaque réplique livrée avec une précision millimétrée, se cachait l'ombre de Caroline. Dans Mortelle randonnée, Garde à vue, Docteur Petiot et enfin dans Nelly et Monsieur Arnaud, ses rôles dépassaient la simple interprétation. Ils devenaient les reflets d'un homme qui connaissait intimement la souffrance. Ses yeux portaient une tristesse qu'aucun scénario ne pouvait écrire, le poids insoutenable d'un père qui avait un jour tenu la main de sa fille et ne pouvait plus entendre sa voix. Sa fille Nathalie dira plus tard « Papa est allé jouer au théâtre ce même soir, dans la cage aux folles, parce que jouer, c'était son métier. Mais c'était aussi sa façon d'échapper au désespoir. » Tout au long du reste de sa vie, peu importait la célébrité, les récompenses ou les ovations. Une partie de lui était restée figée dans cette nuit. Son rire résonnait encore, mais son cœur, lui, ne s'était jamais remis. Une maladie rare et un adieu solitaire. En plus de devoir affronter la perte insoutenable de sa fille, Michel Serrault a également enduré une autre tragédie silencieuse, une maladie rare et défigurante qui lui a lentement volé sa voix et son visage. Derrière les applaudissements, il souffrait en silence, refusant de montrer au monde à quel point il était brisé. Dans la dernière phase de sa vie, Michel Serrault a été atteint d'une maladie auto-immune rare, appelée polychondrite atrophiante, également connue sous le nom de polychondrite récidivante. C'est une affection peu connue mais dévastatrice, caractérisée par des inflammations récurrentes et une dégénérescence du cartilage dans tout le corps. Elle cible principalement le nez, les oreilles, le larynx et la trachée. Chez Serrault, la maladie s'en est prise à son visage, provoquant l'effondrement de son cartilage nasal. Avec le temps, ses traits, autrefois familiers, se sont altérés. Son nez, auparavant droit et expressif, s'est affaissé dans ce que la littérature médicale décrit tristement comme un « nez en sel » ou une « déformation en chou-fleur ». Pour ses proches, la transformation était évidente. Mais Serrault, fidèle à sa pudeur et à sa fierté, n'en parla jamais publiquement. Lorsqu'on l'interrogeait, il éludait, affirmant que la déformation venait d'une chute sur un plateau de tournage. Il préférait dire qu'il était tombé plutôt que de montrer sa faiblesse, a confié un ami. Il choisissait la fiction plutôt que la vulnérabilité. Après tout, le public n'avait pas besoin de savoir combien il souffrait, seulement que le spectacle devait continuer. Ce qui rendait la maladie particulièrement cruelle, ce n'était pas seulement la défiguration, mais aussi les douleurs et complications qu'elle entraînait. L'inflammation de la trachée et du larynx rend la respiration, la parole et la déglutition difficiles. Pour un homme dont la voix était la vie, c'était un supplice privé. L'un des interprètes les plus éloquents de France se retrouvait peu à peu réduit au silence, non par l'âge, mais par la maladie. Et pourtant, il continua à jouer, même lorsque celle-ci l'épuisait. Comme si cela ne suffisait pas, Serrault luttait également contre un cancer durant ces dernières années. C'est cet ennemi, plus connu du public, qui finit par l'emporter le 29 juillet 2007, à l'âge de 79 ans, dans sa maison de Vazuy, près de Honfleur. Mais ceux qui l'aimaient savaient, il mourait à petit feu depuis des années, bien avant que le cancer ne s'installe. La maladie l'avait rongé, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Il ne voulait pas de pitié. Il n'a jamais ouvert ses chambres d'hôpital au public, ni partagé sa douleur. Il préférait qu'on se souvienne de lui à travers les paillettes de Zaza Napoli, la tension silencieuse de l'inspecteur Gallien, ou la solitude poignante de Monsieur Arnaud. Dans les interviews, il esquivait les questions personnelles par l'humour ou le silence. Il était très pudique, dira sa petite-fille Gwendoline. Il ne parlait jamais de ses drames personnels. Il préférait souffrir loin des projecteurs, dans l'ombre. Lorsqu'il s'éteignit à l'été 2007, les hommages affluèrent. Journalistes et collègues pleurèrent la disparition d'une légende. Mais peu savaient ce qu'il avait réellement enduré dans les coulisses.
À ses funérailles, célébrées en l'église Sainte-Catherine de Honfleur, en présence d'amis issus du monde du cinéma et du théâtre, il y eut du chagrin, mais aussi de l'admiration. Même face à la maladie, Serrault avait continué à travailler sans relâche, sans jamais manquer son entrée, sans jamais se complaire dans la plainte publique. En 2009, ses restes furent transférés de Honfleur vers l'ancien cimetière de Neuilly-sur-Seine, où il repose désormais aux côtés de son épouse, Juanita, et de leur fille, Caroline. À la fin, il est rentré chez lui, auprès de la famille qui comptait plus que n'importe quel film. Guerre, foi et souffrance silencieuse avant la lumière des projecteurs. Revenir sur son enfance révèle une vie déjà marquée par le chagrin et les bouleversements. Bien avant la célébrité, Michel Serrault avait appris à porter des masques, pas seulement sur scène, mais pour survivre. Michel Serrault ne venait ni de la célébrité ni du privilège. Il naît en 1928 dans une famille modeste, profondément ancrée dans les valeurs chrétiennes. Son père, Robert Serrault, cumulait 2 emplois, représentant de tissus et de cartes postales le jour, contrôleur au théâtre de l'Ambigu Comique la nuit. Sa mère, Adeline Foulon, tenait le foyer et élevait Michel aux côtés de ses 2 frères, Raoul et Guy, et de leur sœur Denise. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en septembre 1939, la famille Serrault, comme tant d'autres en France, est contrainte de prendre des décisions douloureuses. Craignant l'avancée nazie et ses dangers, Adeline envoie ses enfants à la campagne. Michel, âgé de seulement 11 ans, est évacué à Argentat, une petite ville de Corrèze. Là-bas, loin des bombardements mais non de la précarité, sa vie prend un tournant qui marquera profondément sa personnalité et son avenir. À Argentat, la simplicité et le silence de la vie rurale initient Michel au rituel solennel de l'Église catholique. Il devient enfant de chœur, assistant les prêtres lors des messes, des funérailles et des derniers sacrements. Ces moments, et en particulier la confrontation répétée à la mort à travers les rites religieux, le marquent profondément. Il y avait quelque chose de théâtral dans la cérémonie, admettra-t-il plus tard, notant que c'est dans ces rites qu'il découvre pour la première fois un sens de la mise en scène. À seulement 13 ans, en octobre 1941, Michel annonce à sa mère qu'il veut devenir prêtre. 1 an plus tard, il entre au petit séminaire de Conflans, un internat religieux situé à Charenton-le-Pont. C'est une vie austère et stricte, faite de prières, de silence et d'introspection spirituelle. Mais Serrault, déjà à l'époque, semble tiraillé entre 2 instincts profondément ancrés. Le désir de servir Dieu et celui de faire rire. Comme il l'avouera plus tard, j'avais 2 passions, faire rire les gens et m'occuper de Dieu. L'idée du célibat le trouble, et malgré sa foi sincère, la rigidité du séminaire commence à l'étouffer. Heureusement, l'un de ses mentors spirituels, le père Modeste Van Ham, perçoit en lui quelque chose de différent, une étincelle créative, une agitation intérieure incompatible avec le moule clérical. Le prêtre l'encourage doucement à envisager une autre voie, le théâtre. Il lui dit qu'il pourrait mieux servir Dieu ainsi. La décision de quitter le séminaire n'était pas un renoncement à la foi. Serrault restera catholique pratiquant toute sa vie. Mais c'est la première d'une longue série de transitions douloureuses. Abandonner ce rêve, c'était aussi laisser derrière lui une structure et une identité en construction. Il n'avait pas encore 16 ans. Au printemps 1944, Michel s'inscrit au Centre d'art dramatique de la rue Blanche, où il suit les cours de Jean Le Goff. En parallèle, il étudie au conservatoire privé Maubel. C'est là qu'il rencontre Juanita Saint-Péron, une autre élève, qui deviendra sa femme. Leur lien apportera à sa vie autant d'amour que de douleur. Bien qu'animé par la passion du théâtre, le parcours de Michel est tout sauf facile ou prestigieux. En 1946, il essuie un refus du prestigieux conservatoire de musique, un échec cuisant qui aurait pu mettre fin à ses espoirs. Mais au lieu de renoncer, il enchaîne les petits boulots pour survivre,
jouant dans des productions mineures, partant en tournée en Allemagne, ou encore incarnant un clown dans des cirques de fortune. Lorsque l'argent vient à manquer, il accepte des rôles plus humiliants, dont celui de travesti dans un cabaret polonais, simplement pour subsister. Cette période, rarement évoquée, laisse des cicatrices. Humiliation, insécurité financière, rejet, il les affronte à chaque étape. En 1948, Michel est appelé au service militaire à Dijon, où il sert dans l'armée de l'air. Même pendant ces années-là, les ombres de la guerre et du chagrin persistent. Le traumatisme de l'exil pendant la guerre, la dureté de la vie religieuse en internat, l'isolement face aux échecs artistiques, tout cela s'est lentement accumulé en lui. À son retour à la vie civile, Serrault tente à nouveau de s'insérer dans le monde du spectacle. Il rejoint la troupe comique de Robert Derry, les Branquignoles, puis se lance dans le théâtre d'avant-garde avec Jean-Marie Serrault et apprend le mime auprès du légendaire Étienne Decroux. Il travaille aussi comme figurant à la Comédie Française, simplement pour rester au plus près du monde qu'il aime. En 1952, tout bascule lorsqu'il rencontre Jean Poiret lors d'une audition au théâtre Sarah Bernhardt. Leur alchimie est immédiate, sur scène comme en coulisses. Ils présentent leur premier sketch à succès, Jerry Scott, vedette internationale. Au cabaret Le Tabou en janvier 1953. Ce sera le début d'un partenariat dynamique qui les mènera des décennies plus tard à la cage aux folles. Mais même lorsque sa carrière commence à décoller, Serrault ne quitte jamais vraiment le deuil et la fragilité de ses jeunes années. Il porte en lui les séquelles d'un enfant déplacé par la guerre, tourmenté par le doute spirituel et contraint à des compromis humiliants pour survivre. Ses yeux si expressifs, capables de passer de la comédie à la détresse en une fraction de seconde, puisaient leur force dans ses blessures précoces. Un triomphe du talent assombri par le chagrin. La carrière de Michel Serrault s'est étendue sur plus de 5 décennies. Mais derrière les rires, les récompenses et les rôles iconiques se cachait un homme marqué par la perte, les étiquettes réductrices et une longue lutte pour être pris au sérieux. Sa vie sur scène et à l'écran était faite de paradoxes. Il faisait rire des millions de spectateurs alors que la sienne baignait dans la douleur. Son parcours cinématographique débute en 1954, à 27 ans, dans Les Diaboliques d'Henri-Georges Clouzot. Il y incarne un surveillant d'école terne et insignifiant, bien loin du personnage comique qu'il deviendra plus tard. Ce thriller sombre, chargé de tension, annonçait peut-être déjà le poids émotionnel que Serrault porterait toute sa vie. Pourtant, malgré ce départ dramatique, il fut rapidement cantonné à la comédie. Pendant près de 20 ans, Serrault devient un visage familier du cinéma comique français, des films légers, souvent oubliables, dans lesquels il joue fréquemment les seconds rôles. Même ses collaborations avec les Branquignoles et son ami proche Jean Poiret, pourtant salués au théâtre et en cabaret, ne lui donnent pas la reconnaissance qu'il espérait. Il joue dans des comédies devenues cultes comme « Ah, les belles bacchantes »,« La belle américaine » ou « Carambolage », mais son nom reste souvent éclipsé par des figures plus populaires comme Louis de Funès. Durant ces années, Serrault portait un masque de comique qui cachait une profonde insatisfaction. Il était enfermé dans un registre dont il ne parvenait pas à s'échapper. Le public l'adorait, mais les critiques le prenaient rarement au sérieux. Cette invisibilité, l'impossibilité de dépasser l'image de bouffon, était une tragédie lente pour un homme dont le talent allait bien au-delà du comique de situation. En 1973, tout change avec La cage aux folles. Sur scène, puis dans le film, Serrault incarne Albin, alias Zaza Napoli, un artiste travesti vieillissant, tiraillé entre flamboyance scénique et fragilité intime. La performance est à la fois hilarante et bouleversante. Derrière le maquillage et les paillettes se dessine le portrait d'un homme assoiffé d'amour, d'acceptation et de reconnaissance. Serrault se livre entièrement dans ce rôle et le monde entier le remarque enfin. Il reçoit son premier César du meilleur acteur en 1979.
Mais derrière ce triomphe professionnel, une tragédie personnelle le déchire. Le 30 août 1977, sa fille Caroline, âgée de 19 ans, meurt dans un accident de voiture. C'est brutal, foudroyant, irréversible. Il ne s'en remettra jamais. Dans son autobiographie Vous avez dit, Serrault, paru en 2001, il confie que seule sa foi et son travail l'ont empêché de sombrer. Sans la foi, je ne serais plus là, écrit-il. Les rires qu'il offrait au public devenaient une armure, fine, fragile, essentielle. Après la mort de sa fille, Serrault se tourne de plus en plus vers des rôles dramatiques. Les réalisateurs commencent à percevoir en lui une profondeur émotionnelle insoupçonnée. Dans L'argent des autres, une critique acerbe du capitalisme, il incarne un banquier cynique avec une retenue glaçante. Cette même année, il est nommé pour un second César, cette fois en tant que meilleur second rôle. Dès lors, Serrault refuse d'être défini uniquement par la comédie. Dans les années 1980, il travaille avec des cinéastes comme Claude Miller, Christian de Challonge ou Claude Chabrol, qui le consacrent en tant qu'acteur dramatique majeur. Dans Garde à vue, face à Lino Ventura, il joue un homme soupçonné de crimes innommables. Le film est sombre, oppressant, émotionnellement éprouvant. Son interprétation lui vaut un deuxième César et les éloges du dialoguiste Michel Audiard, qui déclare alors « C'est le plus grand acteur du monde ». Il enchaîne avec Les Fantômes du Chapelier, une adaptation de Simenon saturée d'angoisse, puis Mortelle randonnée, où il incarne un détective émotionnellement lié à une meurtrière. Ses personnages sont souvent hantés, brisés ou moralement ambigus. Reflet peut-être de son propre deuil, si rarement exprimé. Mais même en embrassant des rôles plus sombres, il ne tourne jamais complètement le dos à la comédie. Des films comme Le Miraculé ou Rien ne va plus lui permettre de naviguer entre humour et mélancolie. Il y a toujours, dans son regard, une douleur voilée, une douceur dans la voix qui trahit des chagrins profonds. Dans Docteur Petiot, Serrault incarne un tueur en série glaçant. Dans En toute innocence, un patriarche muet et paralysé. Ses rôles, dépouillés de toute séduction, testent les limites de son registre émotionnel. Il les relève avec une intensité discrète, presque dévastatrice. Peut-être que son rôle le plus émouvant est celui de Nelly et Monsieur Arnaud en 1995, dernier film de Claude Sautet. Serrault y joue un magistrat retraité, riche en solitude et en regrets, qui engage une jeune femme, Emmanuelle Béard, pour écrire ses mémoires. Leur relation est tendre, complexe, inachevée, un miroir des dernières années de Serrault. Cette performance lui vaut un troisième et dernier César. C'est, à bien des égards, un adieu. Vers la fin de sa vie, Serrault continue à se défier. Dans Le Monde de Marty, il incarne un vieil homme atteint d'Alzheimer qui se lie d'amitié avec un jeune garçon en phase terminale. Le film, passé inaperçu du grand public, est profondément bouleversant. Il montre un homme en fin de parcours, cerné par la mémoire et la perte. Ces dernières années sont ponctuées de films plus modestes, d'adaptations télévisées et de comédies occasionnelles. Mais même dans ses rôles les plus légers, une gravité affleurait, quelque chose d'indicible derrière les blagues. Michel Serrault s'éteint en 2007, laissant derrière lui plus de 130 films et un héritage de métamorphose. Il avait commencé en clown et terminé en maître de la douleur. Sa carrière ne s'est pas bâtie sur une gloire immédiate ni sur la faveur des critiques, mais sur la persévérance, la réinvention et une âme marquée par la tragédie. Au fond, le plus grand rôle de Michel Serrault fut peut-être d'avoir su continuer malgré l'insupportable, de nous faire rire tout en pleurant en silence et de prouver que la comédie et la tragédie ne sont jamais très éloignées. Il a fait rire le monde tout en se brisant à l'intérieur. Il a enterré sa fille le matin et joué sur scène le soir, et l'homme qui avait supplié qu'on le prenne au sérieux a fini par porter plus de tragédie que n'importe quel rôle n'aurait pu contenir.
Son silence était-il une force? Ou juste un autre rôle? Aimez si cette histoire vous a touché et abonnez-vous pour d'autres vies qui furent loin d'être aussi légères qu'elles en avaient l'air.